Donc Héloïse, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Bonjour Chloé, moi je m'appelle donc Héloïse, je porte le projet Terre à Terre qui est donc hébergé dans les régions Hauts-de-France, particulièrement à Arras, ma ville actuelle. Et donc c'est un projet de tiers-lieu où on va accélérer la transition écologique. C'est un petit peu abstrait vu comme ça, parce que déjà quand on parle de tiers-lieu, c'est pas encore clair pour tout le monde non plus de ce que c'est. Donc c'est un lieu alternatif tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait dans des lieux alternatifs? On fait des actions alternatives, on change un peu du quotidien. La particularité de Terre à Terre, c'est de vouloir permettre aux gens de s'impliquer plus dans la transition écologique de leur ville. J'ai fait ce constat, moi, c'est qu'en tant que citadine, je ne sais pas trop comment m'y prendre avec la transition écologique. Je vois pas trop ce que je peux faire pour m'améliorer. Et après avoir fait un petit sondage autour de moi, le constat il est le même, c'est qu'on aimerait pouvoir faire plus. Alors, habitant en ville, je me suis dit que ça serait intéressant qu'il y ait dans ma ville un lieu destiné aux gens qui souhaitent faire plus pour accélérer la transition écologique. Ok, et donc le projet d'habitat réversible, c'est directement en lien avec ça? Ce serait au même endroit? Effectivement, quitte à vouloir accélérer la transition, eh bien, le tiers-lieu veut proposer un modèle d'espace totalement pérenne dans sa manière d'être construit. Quand je dis pérenne, c'est donc une structure qu'on va construire dans cet espace et qui va tenir dans le temps aussi bien qu'un bâtiment que la ville aurait pu nous prêter. Là, on veut construire ce lieu avec nos mains et sans machine. Tu as appelé ça un habitat résilient. Donc, effectivement, on reproduit un peu ce qui peut exister dans ce qu'on peut voir. Ce qu'on appelle habitat résilient, déjà, ça demande une définition parce que tout le monde ne peut pas forcément s'en faire une de but en blanc comme ça en esprit. Un habitat résilient, dans mon cas, ça va être une méthode de construction qui n'abîme pas le lieu dans lequel on construit l'espace. Et donc, cette technique de construction, c'est une technique où on mélange la chaux et le chanvre. On va faire avec ce mélange chaux-chanvre une construction très végétale, entièrement végétale même, où finalement l'isolation du lieu va se faire par l'air qu'on emprisonne dans les fibres végétales qui vont constituer les murs du lieu. D'accord. Et ce chaux et cette chambre, on les trouve où? Eh bien, figure-toi qu'il y a de plus en plus de chanvriers, notamment dans la région Hauts-de-France. J'ai pu en découvrir dans la Somme très récemment. Il y en a aussi pas mal dans la région de la Beauce, autour de Chartres. Je connais pas encore les noms. En fait, j'aimerais bien visiter aussi ces fournisseurs parce que pour construire terre à terre, évidemment, on va devoir trouver le nôtre. Et donc, on en a également beaucoup. Avant toute chose, d'ailleurs, c'est d'abord en Bretagne que ça se passe. Mais il faut savoir que le chanvre a eu des beaux jours devant lui. Il fut un temps. C'est une plante qu'on est en train de se remettre à cultiver et il suffit d'une petite recherche internet pour se rendre compte qu'on peut faire mille et une choses avec cette plante, du fil en passant par la nourriture jusqu'à la maison. Et moi du coup c'est sur ce secteur-là, c'est sur l'habitat, la manière de construire avec le chanvre que j'ai envie de travailler. D'accord, ok. Et terre à terre, l'idée c'est que ce soit à Arras, c'est ça? Oui, j'aimerais beaucoup que ça se développe dans la ville où j'habite actuellement, tout simplement pour avoir une implication citoyenne. Ça, c'est, je pense, un premier point pour toute personne qui a envie de s'intéresser à l'écologie, à la transition écologique de sa ville. C'est plus facile de commencer par sa propre ville, en fait. Puisque en habitant sur place, déjà, c'est un moyen où on accède plus rapidement aussi au lieu. Et surtout, j'ai remarqué que dans l'Arajois, il n'y a pas encore d'initiative de tiers-lieu. Et que voilà, je pense qu'il y a un terrain approprié. Notamment ma communauté urbaine d'Arras, qui se veut être un territoire exemplaire de la transition écologique. Et on va aller vérifier ça ensemble. Parfait. Et donc, il y a des gens qui habiteraient sur ce territoire-là? Alors, habiter, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que oui, ça va être un lieu vivant, mais ça ne sera pas un lieu de vie.
ça sera plutôt un espace de travail. Ok. Un espace de travail partagé entre les citadins qui veulent en faire plus et les acteurs de la transition écologique qui existent déjà. Il suffit de voir que dans ma ville d'Arras, en février 2020, est née la Maison de l'éco-citoyen. Bon, elle existait déjà sous la forme du CPIE. Faudrait que je retrouve la définition de CPIE, parce que là je me rappelle plus. Ah ouais, je vois plus non plus. Je crois que c'est Centre pour la protection de l'environnement, des initiatives pour l'environnement, un truc comme ça. Et voyant qu'il y a une maison de l'éco-citoyen qui existe, c'est un premier partenaire pour Terre à Terre. Ouais. Le deuxième, ça va évidemment être la collectivité territoriale, tout ce qui est la chargée de transition écologique de ma mairie. Aussi la branche de la communauté urbaine qui s'appelle le pôle Air, Climat, Énergie. Ce sont des acteurs comme ça qui sont déjà présents sur le territoire. Il y a aussi certainement des grands groupes, des grandes entreprises qui s'intéressent déjà aussi sur comment eux peuvent avoir leur rôle à jouer sur la transition écologique. Moi, en fait, j'aimerais réunir des publics, des privés, des structures d'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université, autour de citadins qui veulent en faire plus pour l'environnement. Et alors, qu'est-ce qu'ils feraient concrètement ces citadins pour l'environnement ? Concrètement, imagine pourquoi pas un atelier tourné vers le low-tech, évidemment aussi des ateliers de permaculture, puisque le site étant construit dans un endroit le plus naturel possible, ou en tout cas une friche à réhabiliter ou des choses comme ça. Je n'ai pas encore le terrain officiel, si tu veux, du lieu, donc je peux que me projeter sur des terrains imaginaires pour l'instant, mais quel que soit le terrain, on va venir dynamiser la biodiversité dessus. On va venir la refaire si elle n'existe plus, on va venir tout réinventer s'il y a des choses qui ont disparu. Mais l'idée, c'est vraiment d'accélérer ce que la nature fait déjà elle-même, en fait. Ouais. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que les êtres humains ne sont pas des virus pour la planète, on est des médiateurs. C'est que on a quelqu'un, c'est pas une personne, la nature, mais on a l'écosystème naturel qui se débrouille déjà très bien sans nous. Nous, on est potentiellement, avec notre créativité, une ressource qui ne s'épuisera jamais. On est des facilitateurs, voilà. Donc on est là pour donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à ce qui se fait déjà de manière naturelle. Et je suis persuadée qu'en tant que simple citadin, on peut aussi donner des outils aux gens qui souhaitent apprendre, tester, découvrir, rencontrer aussi, parce que l'environnement naturel, c'est pas quelque chose qui entre facilement dans la ville. Oui, il y a des parcs urbains, mais c'est encore une biodiversité qui a été cadrée, normifiée par l'humain. Là, on est dans une volonté de penser à 2030, tout simplement, quoi. Le visage des villes va devoir se transformer. Que ce soit de gré ou de force, on va devoir ralentir notre manière de consommer, notre manière d'utiliser nos ressources naturelles. Donc il est temps, en fait, qu'on prenne ces questionnements-là en main et qu'on s'approprie, en fait, cette transition. Ok, super. Alors par rapport aux habitats en eux-mêmes, combien de temps à peu près ça met à se construire et combien ça coûte ? Ouais. Alors tout dépend de deux choses en fin de compte. Le nombre de personnes qui sera là pour t'aider à le construire, ouais. Sachant que, imaginons, je dois rester seule pour construire tout ça, et j'en serai capable. C'est déjà une bonne victoire. Parce que moi, en tant que femme de 30 ans, tu vois, qui n'est pas forcément plus musclée que ça, je peux construire le dôme qui va servir de structure pour mon lieu. Parce que tu as suivi la formation ? Parce que j'ai suivi la formation, effectivement, il faut quand même un petit peu de préparation. Mais c'est aussi une matière incroyablement facile à mettre en œuvre. C'est ce qui m'a d'ailleurs surpris au moment de ma formation. Je me suis dit, en fait, demain, je peux aller l'apprendre à ma petite sœur, il n'y a pas de souci, quoi. Je m'en sens capable. La meilleure façon pour construire soi-même, oui, donc je te disais comme ça, que même moi, toute seule, je pourrais arriver à construire ça. Mais la meilleure structure qui va me permettre de construire ça seule, c'est la structure en forme de dôme. Comme ça, on ne dépasse pas une hauteur que les mains de l'homme peuvent atteindre. Merci, pourquoi pas, ouais, c'est un bon mot. Donc même seule, je pourrais arriver à construire ce dôme,
Le dôme, c'est une forme géométrique qui est ce qu'on appelle autoporteur. Donc ça permet aussi à la structure de se maintenir concrètement debout. Et si je m'y prends seule, ça me prendrait 50 jours pour en faire un tout simple. Donc quand je dis un dôme simple, c'est un diamètre de 2,5 mètres. 2,5 mètres, disons l'intérieur d'un tipi, même si on peut envisager quelque chose de plus grand, de 3,5 mètres de diamètre. Donc en mètres carrés, ça fait quoi? Je suis nulle en maths. Oui, en mètres carrés, en gros, ça fait entre 10 et 20 mètres carrés. Mais l'avantage, c'est que c'est des structures qu'on peut très bien coller les unes aux autres pour agrandir l'espace et ainsi faire un peu de manière un peu modulaire ce qu'on veut, quoi. C'est une pâte à modeler, encore une fois, on peut construire la forme qu'on veut avec. Tant que ça reste sous forme de dôme quand même pour que ça puisse se porter. Et ces dômes, comment ils s'appellent? Parce que je t'ai même pas demandé le nom. Moi, je dis ça, je dis c'est un peu des maisons sculptures, des éco-dômes. C'est une technique qui a aussi été mise en place avant toute chose par l'entreprise Carter en Bretagne et qui ont donc développé la marque Carter, qui ne m'appartient pas. Et donc je ne peux pas l'employer comme ça pour mon propre projet. D'accord. Évidemment, donc c'est chez Carter que je suis allée me former en Bretagne pour apprendre à les faire moi-même. Et on peut avoir une idée de l'ordre de prix de cette formation? Effectivement, donc ce qui est très avantageux avec cette technique de construction sans machine, c'est que déjà tu enlèves toute la location des machines du coup de ta construction, ce qui est quand même indéniablement intéressant. Et au niveau des matières premières, donc la chaux, le sable, les graviers, le chanvre, et on en a pour 500 € pour un dôme simple d'environ 10 mètres carrés. Ok, c'est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Après, ce qui va venir pimenter un peu le budget, c'est ce qu'on appelle les huisseries. Donc c'est tout ce qui est portes et fenêtres. À savoir que 70% de la luminosité du dôme, c'est un sky dome qu'on vient mettre au plafond. Donc c'est une fenêtre en forme de coupole qu'on vient mettre au plafond. Et ça, c'est vraiment nécessaire. C'est la chose dans laquelle on ne peut pas se passer. C'est quand même intéressant d'y voir clair à l'intérieur. Ensuite, on peut très bien, si on n'a pas ce budget, d'aller voir un artisan, de lui demander quelque chose sur mesure pour ce type d'habitat un peu insolite. Ce que je peux comprendre, ça peut vite monter le travail d'un artisan. Donc moi, j'espère vraiment faire des collaborations avec des artisans qui feront des choses sur mesure. Mais on pourrait très bien envisager aller dans une ressourcerie, une recyclerie, en casse même, pour récupérer, faire beaucoup de récupération et construire soi-même les portes et les fenêtres. Okay. Et tu as une idée de la durée de vie d'un dôme, enfin d'une maison Alors la durée de vie d'un dôme, c'est là où ça devient particulièrement intéressant. C'est que la chaux avec laquelle on travaille carbonate avec le temps. Et donc la structure devient de plus en plus solide dans le temps. C'est que ça peut résister à un cyclone très efficacement. Et on est sur du 1000 ans minimum. Ah oui, d'accord. Okay. Contrairement au béton qui s'effrite au bout de 20 ans, au béton à base de ciment qu'on connaît de manière habituelle, il suffit de regarder les bâtiments d'infrastructures publiques des années 80, ça part déjà en fissures, en craquelures, c'est plus très très joli. L'écodôme, quant à lui, il peut vraiment se solidifier dans le temps. En fait, il a un rapport de solidité inversé, c'est que les premières années de sa vie, l'eau s'échappe encore de la structure puisqu'on travaille beaucoup avec un mélange très fluide au début. Donc l'eau s'évapore des murs pendant les premières années. C'est là où la structure va être la plus fragile. C'est quand l'eau s'évapore. On vient de construire l'écodôme et du coup on a encore l'eau qui s'évapore des murs comme ça très lentement. On utilise notamment de la chaux hydraulique qui réagit avec l'eau justement pour se solidifier et prendre dans les fibres de chanvre. Donc les premières années, c'est finalement là où il va falloir travailler dedans, allumer un petit feu, y être là un petit peu tous les jours pour justement que l'évaporation se fasse le mieux. Et ensuite, au bout de ces 3 années, la structure est officiellement ancrée dans son terrain. Pour 1000 ans. Pour 1000 ans, minimum. Et c'est bête, mais si j'habite dans le Nord et tout ça, on connaît un petit peu le temps qu'on peut avoir dans le Nord. Est-ce que c'est un frein à la construction des écodômes, le fait qu'il y ait une grosse pluviométrie dans une région?
Franchement, la pluie, c'est pas du tout ce qui doit nous freiner parce que déjà, la technique a été inventée par des Bretons, donc on peut leur faire confiance. Et surtout, on a un enduit extérieur qui est conçu pour être perléable, donc il accueille volontiers l'eau de pluie sans que ça rentre dans la structure. Et en fin de compte, la forme de dôme nous permet aussi de récupérer cette eau de pluie très facilement en dessinant des gouttières et en faisant des récupérateurs d'eau de pluie à proximité. Et puis surtout, à la base, avant de commencer à construire, on fait un peu comme en permaculture, on étudie le terrain. Et donc, si le terrain est... Enfin voilà, je ne vais pas chercher à faire mon écodôme à la fin d'une pente, quoi. Ça serait un petit peu pas intelligent. On va venir étudier le terrain et puis si on sent que vraiment le terrain est très argileux, très humide déjà en soi, on va créer ce qu'on appelle un hérisson. Ça c'est une technique après de construction, mais on va venir du coup créer une espèce de tranchée tout autour de là où on veut mettre le dôme. Et on remplit cette tranchée de gravier pour que l'eau circule à travers et pas reste... Donc un système de drainage quoi finalement. Merci beaucoup Louis, c'est ça. On fait un système de drainage qui peut éviter ainsi à l'eau de perturber le soubassement de la construction en écodôme. Ok. Et par rapport donc à la vie dans le lieu, toujours dans les Hauts-de-France, on connaît aussi des températures qui peuvent être très froides des fois en hiver. On en a vécu il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à se réguler dans un dôme comme ça, un écodôme ? Franchement, j'ai trop hâte de te faire essayer. J'ai eu la même crainte lorsque j'ai passé ma première nuit en Carter, là chez Carter en Bretagne. Et pourtant, j'y suis allée en août. En rentrant comme ça, on peut choisir différents types de sols. Évidemment, pour un espace de travail à terre, on créera certainement un plancher. Mais celle dans laquelle j'ai dormi, c'était vraiment un petit cocon douillet, c'était un petit terrier et le sol c'était de la paille de chanvre. Et en dessous de cette paille de chanvre, on avait des billes d'argile hydrofuge qui ressemblent un peu aux billes d'argile qu'on mettrait dans un pot de fleurs. Et finalement, j'étais pieds nus là-dessus, c'était frais, mais c'était pas du tout humide. Et en fin de compte, une fois installée dedans, j'ai très vite eu assez chaud parce qu'il y a un effet de serre qui se crée dans 10-20 mètres carrés avec ta seule respiration finalement. Et en fin de compte, on peut aussi, d'ailleurs ça se fait beaucoup chez Carter, c'est un petit poêle à bois qui suffit largement, même trop. Finalement, parfois, il y a des principes... Pardon. Ouais, non, c'est juste pour dire que parfois en hiver, ils doivent laisser les portes des Carter ouvertes tellement il fait chaud quand on allume le poêle. Quoi. Donc ça chauffe très très vite. Le Skydome aussi participe à cet effet de serre à l'intérieur. T'allais dire ? Finalement, on reprend un peu des principes qu'il peut y avoir dans les yourtes aussi. Complètement. Ouais. L'habitat circulaire, c'est... comme ça, rond. Ouais, c'est similaire. Mais dans ce qui me plaît, moi, dans le modèle des écodomes en chaux-chanvre, c'est qu'on n'a pas du tout d'ossature bois. On n'a pas du tout de métal, c'est ni clou ni vis, quoi. C'est vraiment que la fibre végétale qui fait la structure du lieu. Et c'était quoi, on se demandait, le déclic qui t'a fait te dire je veux changer un peu... Enfin, qu'est-ce que tu faisais comme profession avant ou qu'est-ce que tu fais encore peut-être à côté de ça? Et ça a été quoi le déclic où tu te dis faut que j'en apprenne plus sur les écodomes et puis j'ai envie de créer un projet comme ça? En fait, mon parcours à moi, c'est que j'ai choisi de faire des études d'art plastique en études supérieures. Donc j'ai un parcours fac en art plastique. Et donc une fois diplômée d'un master d'art, je me suis pas forcément projetée dans l'enseignement ni dans la recherche, qui sont un peu les deux seules pistes proposées au master d'art plastique. Et comme je me voyais pas dans les écoles ni en recherche, très vite s'est proposé devant moi le long et périlleux chemin de l'entrepreneuriat solo. Donc de devenir entrepreneur, je ne savais pas encore comment. Donc j'ai fini par monter une entreprise artisanale de céramique, puisque après mes études, j'ai commencé la céramique et j'ai pas l'intention de m'arrêter d'ailleurs. Et en travaillant avec l'argile, j'avais toujours derrière moi cette idée que simplement faire des objets de décoration et d'ornementation, il manquait quelque chose. J'avais
j'avais comme ma petite voix intérieure qui me disait il manque un truc. Et en m'interrogeant de plus en plus sur ce qui manquait, justement, c'était ce besoin de contribution qui répond tout à fait finalement un peu à notre génération aussi, quoi, le besoin d'avoir du sens dans ce qu'on fait, notamment quand on choisit une filière artistique où il y a bon nombre de mon entourage qui m'ont dit mais de toute façon les artistes ça sert à rien, ça sert à rien à la société. Voilà, les remarques comme ça, j'en voulais plus et surtout je me suis dit ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ah ouais, les artistes ça sert à rien, bah tu vas voir, quand la culture n'existera plus, te manqueront les artistes. Donc finalement je me suis dit les artistes ils sont des professionnels pour voir les choses sous un nouvel angle. Et donc je me suis dit tiens, si je vais regarder quelque chose sous un nouvel angle, qu'est-ce que ça serait ? Je me suis dit mais pour quelle cause en fait tu voudrais te contribuer ? Et évidemment que c'est l'environnement, évidemment que c'est la transition. C'est même un besoin tout à chacun de penser cette question-là pour soi-même, même si on a une vie de bureau et même si on a une vie qui est à des années-lumière de s'intégrer dans l'écosystème naturel, mais c'est un besoin tout simplement de commencer à se préparer tout simplement au fait de consommer différemment. Donc comment c'est venu ? Concrètement, il a quand même fallu que j'attende 4 ans après la fin de mes études pour enfin trouver comment me servir de mes talents d'artiste pour contribuer. Et grâce à un salon en plein air qui se tenait en Belgique, dans le domaine de Chevetogne, qui est un très beau parc de 600 hectares, ils ont aménagé plein de structures d'habitat léger pour faire un peu le bilan de ce qui existe. Donc il y avait la tiny house, la maison container, la cabane dans les arbres, la cabane en osier, la cabane en paille et la cabane en terre. Quand au gré d'un chemin on est tombé sur la maison en terre, ça n'a même pas été une validation de mon esprit, quoi. Le premier truc qui s'est passé, c'est l'appel du ventre, c'est mes tripes qui ont réagi, c'est genre oh, l'évidence elle est là, quoi. C'est genre étoile dans les yeux, lumière céleste sur la petite maison. J'ai trouvé comment m'impliquer. Et donc j'ai rencontré une femme adorable dans cette maison qui m'a raconté comment on construisait ce genre de structure. Et je me suis vue en fait. J'ai eu le flash comme ça de moi en train de patouiller joyeusement et en train d'apprendre à tout le monde à faire sa maison pour 3 000 €. Enfin voilà, j'ai un petit rêve quand même, c'est de vraiment impliquer la jeunesse dans la construction du projet Terre à Terre. Parce que je pense qu'on est les premiers concernés et que surtout on est des témoins d'un... C'est même pas moi qui le dis, c'est Pablo Servigne qui le dit. On est en train de vivre le virage. On est dans ce grand virage. Il a commencé dans les années 70, mais nous, on est vraiment dans le « Ouah, il va falloir virer de bord, les amis, parce que là, si on veut s'adapter... » Ben oui, il a raison. Si on veut vivre vieux et chanter fort longtemps, il va falloir s'adapter. Et je pense qu'on est là pour poser les premières briques et ensuite passer des bâtons de relais. Moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que ma mission, elle est vraiment de type... Oui, j'allais le dire. C'est un peu comme un prof, quoi. Je veux enseigner les nouveaux usages de demain. Et avant tout pour moi, mais pour plus que moi. Et puis surtout pour ceux qui vont venir après moi, quoi. Ok. Et parmi nos auditeurs, justement, il y a pas mal de jeunes. Et s'ils sont intéressés par ton projet, comment est-ce qu'ils peuvent se manifester ? Eh bien, ils peuvent se manifester... Malheureusement, dans un premier temps, via les réseaux sociaux, puisque le projet n'a pas encore de terrain officiel. Ce qu'on va faire cette année, 2021, c'est un premier dôme démonstrateur sur le terrain d'un partenaire. Alors ce partenaire n'a pas encore signé son contrat avec moi, donc je ne peux pas le mentionner pour l'instant. Et je ne manquerai pas de vous avertir, puisque j'espère faire un premier chantier cet été à Arras. Et donc... on va venir faire un petit aperçu de ce que ça pourrait donner, 8 dômes, comme ce premier dôme qu'on va faire chez ce partenaire. Et j'espère en fait, par ce premier dôme, c'est convaincre ma communauté urbaine de me donner un terrain officiel pour aller construire la suite du projet. Donc ce qui va être intéressant pour moi, et pour les jeunes intéressés qui nous écoutent, ça serait d'être avec moi et de me soutenir le 18 mars 2021 prochain, parce qu'il se trouve que j'ai gagné l'accès à la finale d'un concours super important. C'est la Coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux. Et donc c'est la Social Cup.
Elle est organisée par une association géniale que j'adore depuis toujours, enfin depuis que je m'intéresse à l'entrepreneuriat social, l'association Make Sense. Et donc Make Sense fait la 7e édition de la Social Cup cette année. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va se réunir le 18 mars à Paris avec les 11 autres finalistes de toutes les régions de France et on va faire un battle de pitch. Donc on va s'envoyer des punchlines sur comment sont merveilleux nos différents projets. Évidemment que le mien est 10 fois plus merveilleux que le leur et qu'il va falloir du coup voter terre à terre pour le 18 mars afin de me faire gagner les rounds de la battle jusqu'à arriver à la finale de la finale. Alors, à quoi ça va servir? Ça va me servir déjà à augmenter la portée de ma petite voix qui pour l'instant hurle sur les réseaux sociaux à 4 personnes dans ma famille qui regardent ma page tous les jours. Et donc c'est vrai que c'est important quoi, autant je prépare un travail où je vais avoir les mains dans la terre tous les jours, mais là dans un premier temps il faut que je sois sur mon ordinateur à faire du clic et à parler virtuellement du projet. On va dire que c'est un mal pour un bien, c'est qu'une fois qu'un max de monde est au courant, et lorsqu'on voudra organiser les chantiers participatifs, on aura aussi peut-être plus de répondants. Et autre chose, c'est que pendant cette Coupe de France, on a aussi d'autres partenaires potentiels qui sont présents et qui regardent beaucoup les jeunes porteurs de projets. Notamment Make Sense qui promet un an d'accompagnement en incubateur aussi pour un des finalistes qui les auront séduits. Et j'espère vraiment être cette personne. Parce que c'est pas tout, mais se lancer dans un projet aussi ambitieux que construire un lieu, ça se fait pas tout seul. Donc avec le projet Terre à Terre, je vais créer de l'emploi, aussi bien que le mien. Et j'ai hâte de me constituer une équipe en fait pour construire et gérer ce projet une fois qu'il sera en place. Et alors en termes de temps, comment tu vois ton projet sur une échelle de temps? Est-ce que c'est un projet qui a démarré il y a combien de temps et sur combien d'années ça va t'amener avant de, tu penses, avoir une activité qui roule quoi? Écoute, tout a commencé en mars 2020 pendant le premier confinement. Super. Où je me suis dit ça suffit. Ça suffit. Dès que je peux ressortir de chez moi, je fais quelque chose en lien avec la nature, c'est maintenant ou jamais. S'il faut avoir de l'ambition, c'est maintenant ou jamais. Donc on y va. Et en fait, tout s'est assez vite enchaîné puisque en juin, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec ma mairie, notamment avec la chargée de transition écologique qui m'a fait un accueil très enthousiaste. Elle m'a dit écoute, ton projet c'est cool, il faut que tu le structures davantage pour ensuite te lancer. Donc j'ai cherché à me faire accompagner pour me structurer. Et en juillet, j'ai remporté l'appel à projet d'un incubateur lillois qui s'appelle Évident, incubateur Évident. Il est hébergé par Initiative et Cité à Lille et c'est l'occasion pour moi d'être accompagnée par notamment d'autres porteurs de projets, un coach personnel et plein d'intervenants hyper calés dans leur domaine pour m'aider à mettre la transition économique au cœur d'un business model. Et en fin de compte, ce qui va aussi être très long, c'est pas tant moi qui me prépare et qui me forme, c'est surtout les négociations avec ma ville, puisque implanter un nouveau lieu dans le paysage urbain, c'est pas, ça se décide pas du jour au lendemain. Donc là, on est pour des démonstrateurs en attendant de faire les dômes officiels. J'ai l'intention de multiplier les démonstrateurs en 2020, 2021, 2022, en 2021 et 2022, pour avoir peut-être le terrain officiel qui se dessine fin 2022, 2023. Et en gros, une affaire qui marche et qui roule avant 2025, quoi. De toute façon, avant 2030, ça c'est sûr. Ça va vite finalement. Ouais, il va falloir avoir des résultats concrets et très rapides pour aussi prouver qu'il y a une demande en matière d'accélération, de changement, quoi. Je pense que la jeunesse est prête. On est prêt. Carrément, plus que jamais. Plus que jamais. Enfin, c'est ce que je pense, donc on va aller vérifier ça. Et est-ce que tu as des mains tendues par rapport à tout ça justement? Les mains, elles se tendent, plus je parle de mon projet et plus je
plus je sens déjà l'enthousiasme, donc ça me motive. Les mains tendues, c'est déjà ma mairie qui m'a pas du tout fermé ses portes. Et au contraire, en plus de la chargée de transition éco, on a rencontré le chargé d'urbanisme, le chef de projets environnementaux. Il y avait aussi la chargée de démocratie locale, parce qu'à Arras, il y a aussi un budget citoyen. Donc cette année, je serai aussi au taquet pour aller présenter Terre à Terre. Et, les mains tendues, c'est l'incubateur que j'ai réussi à séduire, quoi. Un premier jury qui a voulu me faire confiance pour intégrer l'incubateur et faire partie des projets qui réussissent. Voilà, les mains tendues, c'est encore une fois remporter la finale de la Social Cup. Donc c'est plein de petits endroits où j'ai osé et où j'ai obtenu un répondant positif. Donc ça invite à oser davantage. Et si tu veux faire un petit appel à participation, là, tu aurais besoin de qui? De quel profil? Je comprends pas trop ta question. Par exemple, des jeunes qui puissent t'aider dans ton projet, des privés, des publics, pour donner un peu de la visibilité à ton projet. Qui pourrait t'aider et comment? Là, dans l'immédiat, je pense au tissu associatif. On a parfois des associations qui ont des bons réseaux bien installés. Je pense à la maison de l'éco-citoyen que je suis allée rendre visite à Arras récemment. Donc dedans, il y a la CPIE qui est avant tout une association aussi. Donc il y a des choses qui existent déjà et donc il faut tirer... Qui sont là pour travailler avec toi, quoi. Ouais, est-ce qu'ils sont là pour travailler avec moi? Tout dépend comment on définit travailler. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des partenaires dans l'aventure. Une chose est sûre, c'est que c'est pas un projet que je vais pouvoir faire tout seul. Oui. Donc, en fait, mon rêve, ça serait d'attirer à moi aussi des étudiants en low-tech. Enfin, je sais que ça n'existe pas, mais pour avoir rencontré une étudiante ingénieure, elle avait dans son parcours une option low-tech. Donc, je sais que ça peut aussi exister dans le cadre de la fac ou des écoles. Je voudrais intéresser tous ceux que l'accélération de la transition écologique intéresse, en fin de compte, quoi. Tous ceux qui sont prêts à faire en sorte que ça va un petit peu plus vite. Voilà. C'est un peu flou comme Et en fonction réponse, des gens qui seront intéressés par ton projet, toi, tu es ouverte aussi à moduler le projet, en fonction des profils qui se présentent, de mettre des choses en place auxquelles tu n'avais pas forcément pensé? En fait, moi je suis maître d'œuvre, je construis des lieux de manière écologique. Ensuite, la porte est ouverte pour créer des animations à l'intérieur de ces lieux, des ateliers, moi ce que j'espère faire avec Terre à Terre, c'est un vrai laboratoire vivant de recherche-action sur la transition écologique. C'est ok, on parle, on balance nos rêves et nos idées, mais surtout on passe à l'action et ici et maintenant. Donc voilà, si ça rentre dans un cadre de on passe à l'action maintenant, je serais ravie d'étudier des propositions de projets très concrets qui pourraient avoir lieu dans cet espace de travail. Super. Petite question, quand les dômes sont construits et habités, est-ce que c'est destiné à des particuliers qui seront propriétaires ou en location, ou alors des communautés, faire des éco-hameaux, des éco-dômes ou des choses comme ça? C'est une question super intéressante. La manière dont moi je l'entends, mon rêve à moi, ça serait de participer à la création d'éco-communautés, d'éco-lieux, de gens qui veulent se rassembler en petites communautés et puis vivre écologiquement parlant plus. Surtout que c'est très accessible financièrement, donc certes, la chaux, c'est pas non plus une matière qu'on aura 107 ans, donc c'est une technique d'éco-construction qui est utile maintenant, demain on verra. Mais dans un premier temps, j'aimerais beaucoup participer à l'émergence de lieux de vie différents de ceux qu'on connaît à travers les villes et les communes. Après, il existe beaucoup de particuliers qui ont ce genre de dôme comme une annexe de leur propre maison. Il y en a d'autres aussi qui respectent la marque Carter. Et donc là, on est vraiment sur un écodôme au cœur de la nature qui prend pas beaucoup de place et surtout où on est plus dans une idée de refuge pour l'humain. C'est pas forcément un habitat du quotidien. C'est un endroit à proximité de chez toi
qui va te servir pour te ressourcer et travailler ton écologie intérieure, j'aime bien dire ça comme ça. Et comme ça ressemble un peu à la yourte, on est aussi dans quelque chose qui est tout à fait habitable en famille, en multipliant les dômes. Et notamment, je pense à Evelyne Adam, qui est donc la fondatrice de Carter, qui, elle, s'apprête à dessiner des écoles avec cette technique. Donc voilà, tout est prêt pour maintenant. Enfin, demain, c'est aujourd'hui. En fin de compte, on est là, on a des alternatives et il est temps qu'on les construise, quoi. Tu parlais donc de Evelyne Adam, qui est la fondatrice de Carter. Tu as évoqué aussi Pablo Servigne. Et quelles sont aussi tes autres références, que ce soit auteurs, réalisateurs ou même philosophes, hein, des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont boosté en fait? Bah, évidemment, je peux pas ne pas mentionner Cyril Dion, évidemment, puisque pendant tout le premier confinement, il a été très présent dans son énergie, dans son côté aussi en lien avec l'art, le cinéma, qui est déjà quelque chose qui me passionne. Comment le cinéma peut servir à faire parler des initiatives qui naissent et se propagent un peu partout en France. En pensant à Cyril Dion, je pense à Camille Etienne de Graines de Possible sur Instagram, qui est de l'âge de ma petite sœur certainement, 21-22 ans je pense, et qui envoie du lourd, quoi. Elle a une patate d'enfer, donc voilà, évidemment Greta Thunberg, mais qui ne citerait pas Greta parce que du haut de ses 17 ans, bah voilà, quoi, elle nous embarque dans sa vision d'un futur on souhaite désirable. Et puis s'il y a quelqu'un que je dois citer aussi, finalement ça serait un peu plus, encore une fois dans la littérature, cette fois-ci serait plutôt Alain Damasio. Il a été rédac-chef d'un magazine que j'ai découvert parce qu'il allait devenir rédac-chef de ce hors-série, c'est le magazine Social Terre. Et donc il a fait tout je crois que ça doit faire 200 pages avec le titre « Le récit des imaginaires ». Et grâce à cet auteur, on a compris que les artistes avaient le pouvoir de transformer l'appréhension qu'on a de demain. Les artistes, ils ont le pouvoir de nous dessiner un futur désirable. Contrairement à ce que les agro-industriels et tous les industriels ont décidé que notre futur serait. Non, les artistes, ils ont le pouvoir de changer de point de vue et de nous montrer quelque chose qui, ah ouais, là, ça m'intéresse de me battre pour. Donc vraiment, je le cite parce qu'il m'a renforcée dans le sens où j'étais légitime pour parler d'écologie en tant qu'artiste. Et finalement, pendant le confinement, il a fallu que je passe février-mars, ça a été agréable pour personne, hein. Mais moi, j'ai enfoncé le clou, c'est que je suis allée voir toutes les vidéos d'un expert en analyse systémique qui s'appelle Arthur Keller. Là, on est pour ceux qui ont les tripes bien accrochées, hein, parce que c'est un professionnel des effondrements, au pluriel. Donc, depuis les années 70, il a fait toutes les statistiques qu'il faut pour t'expliquer comment c'est urgent d'agir, parce que là où on aurait pu agir, c'est hier. Ouais. Le moment où il fallait agir, c'était hier. Donc Arthur Keller, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a fait. Évidemment Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, mais qui a les bons mots aussi pour nous réveiller. Voilà, je pense que ça fait pas mal. Il y en a plein d'autres évidemment, mais là sur le coup, on les mentionne. C'est déjà pas mal de belles références. Ouais. Ça fait du boulot d'analyse, ouais. Bon, bah super. Je pense qu'on a fait le tour. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler du projet. Je suis vraiment ravie. Bah merci à toi, vraiment, ça tombe hyper bien et ce que tu dis, c'est hyper pertinent et ça fait plaisir d'entendre un projet comme ça me met du baume au cœur. Trop cool. On est à fond avec toi là-dessus. C'est exactement ça que je vais faire. Trop bien.